Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C complexe. C'est un wikibook. Alors actuellement j'essaie de reprendre un petit peu les vidéos que j'ai fait parce que j'ai profondément modifié la structure du livre. Donc j'essaie de refaire les vidéos pour qu'elles correspondent à cette structure. Alors on va dans produits scalaires. Les bases orthonormales. Alors la première chose, on va essayer de voir à quoi correspond une base orthonormale. Alors on va tout simplement lancer et voir ce qui cela donne. Alors ici on a trois vecteurs. Alors je dis que ces vecteurs sont orthonormales, c'est-à-dire que si on en prend la norme, on obtient 1. Alors il y a trois vecteurs, U0, U1, U2. Si on en prend la norme, on obtient 1. Et si on en calcule le produit scalaire 2 à 2 de ces vecteurs, à condition que l'index soit différent, on obtient 0. Ça veut dire que ce vecteur-là, le produit scalaire de U0 par U1 donne 0, donc ça veut dire que U0 est perpendiculaire à U1. Voilà, tout simplement. Donc là, on a trois vecteurs, d'accord, U0, U1, U2. Alors si vous êtes étonné pourquoi je commence à U0, parce que je n'ai pas l'habitude de ce travail, c'est parce que je crée un tableau de U. D'accord, je crée un tableau de U, et une fois que j'ai créé ce tableau de U, d'accord, je crée trois vecteurs avec la fonction normale. Alors au début, il y a U0, puis il y a U1, puis U2. En langage C, les tableaux commencent par 0. Donc c'est pour ça que moi, je commence donc mon tableau en 0. Par contre, mes matrices, comme c'est moi qui ai construit la structure, le premier élément d'une matrice, c'est 1, 1. Une ligne, une colonne. Donc là, je crée donc ma boucle for qui crée mes trois vecteurs. Et j'en profite pour copier les éléments de Q1, de Q, de la matrice orthogonale dans le vecteur. Alors au début c'est le premier vecteur de Q que je copie dans le vecteur 0 de U, ensuite le deuxième vecteur de U que je copie dans le vecteur 1 de U, puis le troisième vecteur de U de Q que je copie dans le vecteur U2. Voilà. Donc, pour avoir une collection de vecteurs orthogonaux, j'utilise une matrice Q. Donc, j'utilise aussi la fonction qui permet de créer des vecteurs orthonormaux. C'est cette fonction. Et ensuite, je copie les colonnes de Q dans U. Voilà. Et c'est cette boucle for qui fait ça. Ensuite, ici, j'ai une boucle for qui affiche les vecteurs U. Alors, c'est ici, le résultat, ça donne ça. Alors, au début, U égale 0, puis U égale 1, puis U égale 2, et on affiche comme ça les trois vecteurs. Alors, ici, c'est la boucle for qui calcule la norme de U0, U1, U2, U3. Voilà, et on obtient 1. C'est cette fonction, calcule la norme d'un vecteur. Ce n'est pas une matrice, puisqu'il n'y a pas M. Il n'y a pas M. Donc, ça donne un chiffre, et donc on calcule la norme d'un vecteur, et ça nous donne 1. Et ensuite, ici, il y a une double boucle for qui nous affiche ce texte. Alors, on part de C0 pour le premier vecteur,
c'est 0 pour le deuxième. Quand les deux index sont identiques, on n'affiche rien. Et quand les deux index sont différents, on affiche ces valeurs-là. C'est pour éviter d'avoir U0, U0, puisque U0, U0, c'est la norme au carré. Et donc elle est égale à 1. De cette manière, je n'ai ici que le produit scalaire des vecteurs U0 avec U1, U0 avec U2, puis U1 avec U0 et U2 avec U1 avec U2, et ainsi de suite. Et on obtient toujours 0. Ça veut donc dire que ces vecteurs, tous les vecteurs U0, U1, U2 sont orthogonaux entre eux. Et le fait que l'on leur calcule leur norme qui est égale à 1, donc c'est des vecteurs orthonormaux. Voilà, donc ça c'est bon. Donc ça c'est ce qui caractérise une base orthonormale. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est essayer de calculer x dans la base orthonormale B. Alors là, on a déjà vu le calcul avec Gauss-Jordan sur les bases. Là, c'est le même principe, simplement, c'est par rapport à une base orthonormale. Donc, on va voir ça. Alors, on a une matrice de changement de base. D'accord, cette matrice B est orthonormale. Alors, au lieu de calculer l'inverse de B, on va tout simplement prendre le conjugué transposé. Alors, ici, on a x en base standard. Si on veut calculer x en base B, il suffit de multiplier par l'inverse de B, et on obtient cette valeur-là. Et l'inverse de B, c'est juste le conjugué transposé de B, puisque B est orthonormal. Alors, ici, on a X, ici, on a B, c'est la matrice orthonormale. Alors, là, c'est la première manière pour obtenir X en base B, c'est la première méthode. On multiplie simplement par l'inverse de B les X en mode standard. Là, dans ce cas particulier, l'inverse de B, c'est tout simplement le conjugué transposé, puisque la matrice est orthonormale. Une deuxième manière de le faire, pour obtenir X en base B, donc ici on a X standard, là on va calculer X en base B. Alors on prend simplement le premier vecteur de la base B en base standard, on le multiplie par X. On prend le deuxième vecteur de la matrice B en base standard et on le multiplie par X. On prend le troisième vecteur de B de la matrice B en base standard et on le multiplie par X. En fait, c'est la même opération. Simplement ici, on multiplie par la matrice, le vecteur X, et là, on multiplie colonne par colonne. Alors, colonne par colonne. On prend le produit scalaire, colonne par colonne. D'accord ? Et quand on voit, soit on peut utiliser, on prend l'inverse de B multiplié par X, ou bien on peut le faire colonne par colonne, c'est-à-dire que on prend B0 multiplié par X, B1 multiplié par X et B2 multiplié par X. Alors ici, on a une matrice B orthonormale, on voit que c'est la fonction. Ici, on calcule l'inverse de B. Au lieu d'en prendre la conjuguée transposée, on calcule l'inverse. Ici, on prend B. Et dans B, ce que l'on va faire, c'est qu'on va copier le grand B dans le tableau petit b. D'accord ? C'est ici. On crée un vecteur petit b. Alors il y a B0, B1, B2. Et on copie le grand B dans le petit b. D'accord ? Alors au début, c'est la première colonne de grand B dans le vecteur B0. Puis ensuite, c'est la deuxième colonne de grand B dans le vecteur B1, et ainsi de suite. On fait tout le truc. Alors,
Donc ici on affiche l'inverse de B, hein, on affiche l'inverse de B. Comme B est orthonormal, on aurait pu prendre le conjugué transposé, mais là j'ai préféré calculer l'inverse. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie l'inverse de B par x et on obtient x en base B. Alors x en base standard multiplié par l'inverse de B, on obtient x en base B. Et ici, on fait le produit scalaire des colonnes de B par x et on obtient aussi B en base B. Voilà. Et là, on compare x obtenu en multipliant par l'inverse de B, x en base standard. Et ici, on affiche le résultat quand on utilise le produit scalaire des B0, B1, B2 par x et on obtient le même résultat. Voilà. Donc, B est une matrice de changement de base, d'accord? Elle est orthonormale, donc on peut en calculer l'inverse, soit moi j'ai choisi d'en calculer réellement l'inverse, mais on aurait pu prendre le conjugué transposé. Donc on prend le conjugué transposé, ben on peut le voir, hein. Ici, cette valeur-là est identique à celle-là, juste avec un signe moins. Cette valeur-là est identique à celle-là, juste c'est son conjugué, d'accord? Alors que l'inverse de B ici est calculé avec la fonction inverse, hein. On voit que c'est quand même bien le conjugué de trucs. Donc là, ça permet de vérifier, hein, que c'est bien le conjugué. Alors, on a deux manières de calculer les coordonnées de x en base B quand on connaît les coordonnées de x en base standard. Alors, la première méthode, il suffit de multiplier par l'inverse de B. Ça, c'est la méthode généraliste, hein. Quand B est inversible, on multiplie par l'inverse de B. La deuxième méthode, étant donné que B est une matrice orthogonale, la matrice de changement de base est orthogonale, donc on crée trois vecteurs à partir de B, B0, B1, B2, hein, et on multiplie simplement B0 par x, puis ensuite B1 par x, et B2 par x, et on obtient bien x en base standard. D'accord? En fait, ce que l'on fait, c'est quand on multiplie inverse de B par x, on multiplie bien la première ligne par x, ça nous donne ça. On multiplie la deuxième ligne de inverse de B par x, et on obtient cette valeur-là. Et ensuite, on multiplie la troisième ligne de B par x, et on obtient cette valeur-là. D'accord? Et là, dans le produit scalaire, c'est exactement ce que l'on fait. Bon, là, c'est des colonnes, mais enfin, le produit scalaire, ça n'a pas un problème. Donc, on calcule le produit scalaire de B0 par x. Exactement, c'est le même calcul. Simplement, ici, il est visualisé colonne par colonne, alors que là, c'est fait par une matrice directe. D'accord? Ici, on fait bien une ligne par x, une deuxième ligne par x, troisième ligne par x, d'accord? Donc on fait trois multiplications, et ici aussi. Simplement, ici, le produit scalaire, dans le produit scalaire, je crois que la position, à moins que j'ai pris le transposé, est-ce que j'ai pris le transposé? Non, je n'ai pas pris le transposé. Donc, il semble que pour calculer les produits scalaires, même si la matrice n'est pas... Normalement, ça devrait être la matrice ligne par la matrice colonne, mais ça s'est bien passé quand même. Voilà. Donc, là, c'est bon. C'est normal qu'on trouve le même résultat, puisqu'en fait, on fait le même calcul, hein, B0 par x, mais simplement
Dans un cas, on fait étape par étape, et dans la version précédente, là, on fait tout d'un coup. Voilà. Donc, ce qu'on a vu, c'est à quoi correspondait une base orthonormale, c'est-à-dire que les vecteurs 2 à 2 sont orthogonaux, donc le produit scalaire est nul, et leur norme est égale à 1. Là, on a calculé x en base orthonormale. Alors, on a calculé x en base standard dans la base orthonormale, donc ça, on l'a vu. Alors maintenant, calculer la matrice de projection de x sur Rn. Alors, soit, donc, on va essayer de projeter x sur R4, voilà. Soit A, le sous-espace de A est un sous-espace de R4. Donc, il faut trouver une matrice de transformation qui va projeter notre vecteur sur R4. Enfin, nos vecteurs sur R4. Alors, on a vu quelque part que c'était dans les vidéos sur Gauss Jordan, on a étudié les bases. On a vu que pour la projection, c'était cette équation qui permettait de projeter un x sur un espace particulier. Et là, c'est R4. Alors, notre matrice, elle est là. C'est 4 lignes et 2 colonnes. D'accord? Alors, la matrice A, je suppose qu'elle est orthonormale. Donc, je ne l'ai pas vérifiée. Donc, j'espère que c'est ça. Alors, il faut calculer le projeté de x sur R4. Donc là, c'est notre x. On veut le projeter sur R4. Alors, la première méthode, c'est tout simplement de calculer toute cette matrice. Donc, c'est là les travaux en truc pour arriver à V. Et cette matrice V va projeter notre vecteur sur R4. D'accord ? C'est ce truc-là. Donc là, c'est pour toutes les matrices, quelles qu'elles soient. Voilà. Et donc là, on a donc notre matrice V et on a projeté le vecteur X sur R4 grâce à cette matrice. D'accord ? V. Mais comme A est orthonormal, comme A est orthonormal, alors qu'est-ce qui se passe? Comme A est orthonormal, on voit ici, hein, quand on a fait le calcul, tout ça, comme A est orthonormal, on voit qu'ici, donc là il y a AT, la transposée de A, et quand on multiplie la transposée de A par A, on a la matrice identité. Quand on prend l'inverse de la matrice identité, on a naturellement la matrice identité. D'accord? Donc, cette valeur-là, c'est la matrice identité. Hein, toute cette partie-là, c'est la matrice identité. Toute cette partie-là, c'est la matrice identité. Donc, V, au lieu de calculer toutes ces valeurs-là, cette partie-là étant la matrice identité, il suffit de calculer AT. Et c'est ici, au lieu de calculer toute cette valeur-là, hein, on va juste calculer AT. Et on obtient le même résultat. Pourquoi? Parce que ATA, c'est la matrice identité. Pourquoi? Parce que notre vecteur est orthonormal. Donc ça donne la matrice identité. L'inverse de la matrice identité, c'est la matrice identité. Donc il ne nous reste plus que A et AT. Et c'est le A et AT d'ici. Donc on va faire un autre exemple. Donc là on a notre matrice, hein, A. Alors c'est une matrice qui n'est pas nécessairement carrée, hein, ça n'a pas d'importance. Ce que l'on veut, c'est la matrice créer la matrice V qui projette un vecteur X sur R4. Voilà, c'est ce que l'on veut. Trouver la matrice de transformation pour une projection sur R4. Donc là, on a notre matrice A qui est orthonormale. On veut
X ici c'est le vecteur que l'on veut projeter. Alors on sait que la matrice qui permet de faire cette projection, c'est cette matrice-là. Hein. Est-ce qu'elle était dessus? Elle était là. Voilà. Quand on veut projeter un vecteur X, on sait que c'est cette matrice qui fait ça. Donc là on fait les calculs, hein, et on obtient V. Mais quand on regarde les calculs intermédiaires, on voit que AAT c'est la matrice identité. Donc ATA, c'est la matrice identité, c'est ça. L'inverse de la matrice identité, c'est la matrice identité. Donc en fait, on a juste A et AT. On a juste où c'est qu'il est. Voilà, A, ce truc-là, et AT. D'accord? Puisque cette partie-là, c'est la matrice identité. Donc ici, là, on fait tous les calculs et on obtient le projeté de X. Le projeté de X sur R4 grâce au vecteur V. Hein. Donc ici, on a fait tout le calcul et on obtient cette valeur-là. Et ici, on s'est contenté juste de multiplier A par AT parce que A est une matrice orthonormale, hein, et par AT, et on obtient la même valeur. Voilà. Donc quand c'est une matrice orthonormale, la matrice de projection c'est celle-ci, mais ces deux valeurs-là donnent une matrice, la matrice identité, et l'inverse d'une matrice identité, c'est une matrice identité, donc il ne nous reste plus que ces deux valeurs-là, c'est-à-dire ces deux valeurs-là. Voilà. C'est ici qu'on voit que ATA, c'est la matrice identité, et l'inverse de A. Tout simplement parce qu'on a affaire à une matrice orthonormale. Donc là, les calculs et la projection de X. Donc on a vu que c'est beaucoup plus simple avec des matrices orthonormales. Alors, les matrices orthonormales conservent les longueurs. Donc on va voir à quoi cela correspond. Alors ici, on a une matrice orthonormale. Ici, on a un vecteur U. Ici, on multiplie Q par U, d'accord, et on obtient cette norme. Et quand on calcule directement la norme sans le multiplier par Q, on obtient la même valeur. Alors là, on a une autre matrice orthonormale. Hop, hop, hop. Je tombe de ma chaise. Là, on a une autre matrice orthonormale. On a un nouveau vecteur U. Et quand on multiplie Q par U, on obtient cette norme. Et si on calculait la norme directement sans le multiplier par U, on obtenait la même valeur. Donc on va voir ça dans le code. Donc notre matrice orthonormale, comme d'habitude, hein, c'est cette fonction qui crée la matrice orthonormale. Là on a un vecteur U aléatoire. Alors ici il y aura le produit KU. Alors ici on affiche Q, ici on affiche U. Alors ici, on multiplie K par U, ça nous donne KU, et on en calcule la norme, d'accord? Et ici, on calcule la norme directement de U, et on a bien vu que les deux valeurs étaient identiques. Voilà. On a bien vu que ces deux valeurs étaient identiques. Donc, si on vous demande de multiplier un vecteur par une matrice orthonormale, et ben c'est pas la peine pour calculer la norme, c'est pas la peine de le faire, il suffit de calculer la norme directement du vecteur U, sans avoir besoin de calculer le produit truc. Alors les matrices orthonormales conservent les angles. Alors, ici, il y a une petite formule qu'il faut connaître. Hein. Alors, le produit scalaire UV, c'est égal à cosinus de alpha multiplié par la norme de U, la norme de V. Donc là, je propose d'isoler
cosinus de alpha, d'accord? Alors, ici j'ai U, ici j'ai V, et ici je calcule cosinus de alpha, d'accord? Je ne suis pas capable de retrouver l'angle à partir de cette valeur, donc on va se baser sur cosinus de alpha. Alors là, c'est une matrice orthonormale. Alors là, j'ai multiplié Q par U, et j'ai multiplié Q par V, hein, pour le produit scalaire, et j'ai recalculé cosinus de alpha, j'obtiens cette valeur-là, d'accord? Donc là, il y a QU, QV, et on calcule le produit scalaire. Naturellement, pour les vecteurs, les normes, on garde les mêmes normes pour U et V. Et on s'aperçoit que ces deux équations ont des valeurs identiques, c'est-à-dire qu'on dirait que le Q ici n'est pas pris en compte puisqu'il ne change pas la valeur de cosinus de alpha. D'accord? Là, c'est produit scalaire UV, là, c'est le produit scalaire de KUV, KV, hein, et on obtient les mêmes valeurs. On va faire un autre exemple. Donc là, notre vecteur U, notre vecteur V. Là, on calcule le produit scalaire UV, et là, c'est le vecteur, la norme de U, la norme de V, ça nous donne cosinus de alpha, cette valeur-là. Là, on choisit une matrice orthonormale. On calcule KU et KV, c'est-à-dire qu'on multiplie U et V par une matrice orthonormale. On calcule ici, cette fois-ci, cosinus de alpha, d'accord? Et quand on observe le résultat, on voit que le produit scalaire UV ou le produit scalaire KUV, KU ou KV ont le même cosinus de alpha. D'accord, on a le même cosinus d'alpha. Naturellement, pour calculer l'angle, eh ben, comment on dit, s'ils ont les mêmes cosinus de alpha, on peut imaginer qu'ils ont les mêmes angles. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, on a vu, et en fait, Q est une matrice orthonormale. Bon. Donc là, on va voir le travail un peu particulier. Alors, ici, on a une matrice orthonormale. Ici, on a U. Ici, on a V. Alors, on peut calculer le produit scalaire KU, KV. Il sera égal au produit scalaire UV. C'est-à-dire que ça sera exactement la même valeur si on multiplie KU, KV que UV. Donc, si on vous demande de calculer le produit scalaire de KUV, KU, KV, vous n'avez qu'à calculer le produit scalaire UV. Vous n'avez pas besoin de calculer KU, KV. Voilà. Là, ça, c'est des valeurs. On va juste voir le code. Donc là, il y a Q qui est une matrice orthonormale. Il y a les vecteurs U et V. Alors ici, on affiche K, ici Q, U et V. Alors ici, on multiplie Q par U. Ici, on multiplie Q par V. Ici, il y a le produit scalaire. Donc on prend le produit scalaire du premier vecteur par le scalaire du deuxième vecteur, donc on obtient cette valeur, et donc on l'affiche, et ici on calcule le produit scalaire directement de U et V, alors que là c'est aussi le produit scalaire, mais avant on multiplie par Q, V, U et V, voilà, et on obtient bien les mêmes valeurs. Voilà, donc un petit peu résumé, base orthonormale. Alors on a vu les bases orthonormales, on a vu que les vecteurs ils étaient orthogonaux entre eux, c'est-à-dire leur produit scalaire entre eux était nul et leur norme était égale à 1. C'est ce qui caractérise une base orthonormale. Alors on peut calculer x dans une base orthonormale. Je ne me rappelle plus, qu'est-ce que l'on fait quand on calcule x dans une base orthonormale? Ah oui, on
fait le même travail, mais ligne par ligne, au lieu de multiplier directement par la matrice. Hein, on a x en base standard, on veut l'avoir en x en base B. Il suffit de le multiplier l'inverse x par l'inverse de b et on obtient x en base b. B étant la matrice de passage, si elle est orthonormale, au lieu de faire cette opération-là, hein, on peut faire étape par étape, c'est-à-dire on prend notre matrice de changement de base orthonormale, on en fait 3 vecteurs, parce qu'ici on travaille avec 3 colonnes, 3 vecteurs B0, B1, B2, et on multiplie par X, et on obtient le résultat de le changement de base. En fait, c'est exactement le même travail, on a vu. Hein. Si on fait la multiplication par l'inverse de B, on fait exactement le même travail, mais cette fois-ci par 3 produits scalaires. Voilà, par 3 produits scalaires. Donc ça, c'était les bases orthonormales. Donc là, la matrice de projection, alors il y a comment ça s'appelle, il y a un algorithme qui permet de faire ça, et on s'aperçoit que dans notre algorithme, si la matrice est orthonormale, le produit AT de A, c'est la matrice identité, parce que la matrice A est orthonormale. L'inverse de la matrice identité, c'est la matrice identité. Donc au lieu de faire tout ce calcul-là pour projeter, il suffit de multiplier A par AT et on a le même résultat. D'accord ? On a le même résultat. Ça, c'est pour la projection. Donc c'est une grande facilité si la matrice est orthonormale. Alors là, elle conserve les longueurs. C'est-à-dire que si on multiplie un vecteur par une matrice orthonormale, on obtiendra la même norme que si on calcule directement la norme sans le multiplier par une matrice orthonormale. Ensuite, là, c'est conserve les angles, le même principe. Même principe. On peut soit calculer les cosinus de alpha directement à partir du produit scalaire UV, soit à partir du produit scalaire KU, KV. Voilà. Donc, si on vous demande de calculer ce produit scalaire, hein, ce cosinus où U et V sont multipliés par Q, ben, vous pouvez directement supprimer le Q et directement multiplier UV. Voilà, ça vous fait quand même gagner 2 multiplications. Hein. Voilà. Et ensuite, eh ben là, c'est la même chose. Si on vous demande de calculer KU, le produit scalaire KU, KV, eh ben, vous pouvez supprimer la multiplication par Q et directement prendre le produit scalaire UV et vous aurez exactement le même résultat. Voilà. Bon, ben c'est bon, hein, je crois qu'on a vu un petit peu. Donc là, c'est les bases orthonormales. Les bases orthonormales. Bon, ben merci.